Auditeurs de Diaspora FM 102.3, la nouvelle radio africaine, téléspectateurs d'Eden Télévision, la télévision qui éprouve chaque jour le bonheur d'être avec vous. Bienvenue dans Dimanche Politique, votre programme hebdomadaire. Ce numéro se propose d'aborder 4 sujets principaux, notamment la levée de l'immunité de 3 députés de la minorité parlementaire intervenus à l'Assemblée nationale ce 24 juillet 2018. L'invité de Dimanche Politique va opiner sur le sujet, sans oublier l'amendement de la Constitution sur 4 points rejetés également à l'Assemblée nationale, ce qui induit la problématique de l'organisation d'un référendum. On va parler également du développement de Porto Novo, la capitale du Bénin, l'actualité concernant les législatives qui ont lieu en 2019, avec la formation des regroupements de partis politique fera également objet d'échanges avec notre invité. Son actualité également sera également au rendez-vous. James William Baguidi, avec vous, nous aurons une idée claire de la personnalité politique que nous recevons ce jour dans Dimanche Politique. Bonjour à vous. Bonjour à vous, tranquille, à Kat Benotin. Bonjour à tous nos amis auditeurs et bien sûr à tous les téléspectateurs. Notre invité est un tribun. Celui que nous recevons donc aujourd'hui est un homme des prétoires, né le 1er mai 1950 à Porto Novo. Il a obtenu un baccalauréat de série A4 en 1971 à Dakar, ça ne nous rajeunit pas. Et puis il a effectué ses études supérieures en France à Paris 5. Paris 10 Nanterre exactement. Son parcours professionnel, il est avocat, vous l'aurez compris, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Bénin, aujourd'hui professeur assistant à la retraite. Il a été conseiller technique juridique du président Mathieu Kérékou, directeur du centre de formation des avocats francophones. Beaucoup d'entre vous voient déjà de qui il s'agit, mais j'ajoute que sur le terrain politique aujourd'hui, il est président du Front des Républicains pour le développement de la capitale Porto Novo. En 2001 déjà, il entrait en politique et c'est ce parcours long qui l'a conduit jusqu'à nos studios ce jour. Ce n'est pas la première fois, vous aurez compris que nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Jacques Mégan. Maître Jacques Mégan, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Merci infiniment, Monsieur Baguidi James, Tranquilin Benotin. Merci sincèrement à vous. Je ne vous le cache pas, j'apprécie toujours les invitations et cette invitation, je crois que c'est la 2e fois que je passe à Dimanche Politique. Le premier lancement, je crois que j'y étais. Et je dis également bon dimanche aux téléspectateurs et aux auditeurs. Merci à vous, Jacques Migan. Cela fait quelques années que vous avez fait le grand saut dans l'arène politique du Bénin, un univers où on dit que tous les coups sont permis. Quel est votre ressenti dans ce monde? Vous savez, comme je l'ai tout le temps dit, quand vous êtes un homme public, vous devrez effectivement vous attendre à en recevoir des coups. Et chaque fois que je le dis, les gens sont surpris et se demandent, mais ce que je dis, ce que je fais, c'est quand même dans l'intérêt du pays. Tout dépend de là où vous êtes. Tout dépend de là où vous êtes. Une fois dans l'arène politique, ce que vous ferez, ce que vous direz, ça peut ne pas plaire à certains, comme ça plairait à d'autres. Et j'en reçois tous les jours des amis qui, une fois qu'on parle de la politique, ne partagent pas souvent mes idées. Dans le même temps, j'ai des personnes qui sont très contents. Ce que je sais, c'est que je ne laisse pas indifférent. Mais ma préoccupation, depuis que je suis entré en politique, c'est pour le développement de mon pays, pour le développement de la jeunesse. Parce que je sais là ce que j'ai gagné dans ma vie. Et je ne voudrais pas, surtout en ce qui concerne les jeunes, qu'ils connaissent le même parcours, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais si nous pouvons dès maintenant les accompagner pour qu'ils puissent aller directement au but, ils puissent aussi aller plus loin que nous, être à notre niveau et puis nous dépasser, je crois que je dirais que
j'ai réussi. Ma réussite dépendra de deux choses. Développement, ce qui se passe aujourd'hui, parce que depuis 1960, depuis que nous avions accédé à la magistrature suprême, le mercredi prochain, ça fera 58 ans, je crois qu'il se passe quelque chose devant nos yeux qu'on appelle le véritable développement, que l'on appelle le Bénin révélé. Et c'est en cela que je dis, ensemble, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. C'est notre pays. Comment allons accompagner ce développement dont s'agit aujourd'hui le Bénin, bien entendu, le développement du Bénin? Il ne fait pas de doute, Maître Jacques Mingan, que vous êtes fier d'être dans ce monde politique, que l'on dit être semblable également au prétoire. Faire des arrangements avec la vérité parfois ne pose pas problème. Et l'essentiel étant de faire triompher la cause pour laquelle on s'est engagé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette perception de la chose politique? Non, vous savez, c'est deux mondes complètement différents. L'avocat défend une cause à partir des éléments de droit. Il peut y avoir de coups bas, puisque ce que vous allez dire sera tranché au moment opportun par un juge. En défendant votre client, c'est à partir des éléments du dossier qu'on vous donne, que vous avez. Vous n'allez pas inventer, vous n'allez pas créer, et vous êtes tenu de respecter les normes, c'est-à-dire les lois. Et ce qui se passe souvent dans le prétoire ou en dehors du prétoire, lorsque nous avions fini de défendre la cause pour laquelle nous sommes constitués, très souvent ça surprend plus d'un que les avocats qui viennent de défendre une cause en tant que, je ne dirais pas adversaires, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des contradicteurs, commencent par se saluer et les clients ne comprennent pas. Parce qu'ils se disent, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne sommes pas complices de clients. Nous sommes les défenseurs de la vérité, du droit. Ce qui n'est pas le cas dans la politique, parce que dans la politique, vous avez, comme je le sais, des coups bas. On aime par des coups tordus. On sait très bien que la cause que défend, par exemple, tel parti, ou telle personne, on peut savoir que c'est une cause juste. Mais on fait tout pour des raisons inavouées, je peux le dire, tordre le cou à cette vérité. Vous avez la vérité, mais on fait tout pour que ce ne soit pas la vérité, tout simplement parce qu'on se dit, nous sommes en politique. Ce n'est pas parce que nous sommes en politique qu'il ne faudrait pas reconnaître en l'autre, lorsqu'il fait bien, de le lui dire, de le reconnaître, ce bien qu'il est en train de poser, ce acte qu'il est en train de faire, si ça va dans un but que nous voulons tous. Alors qu'en politique, comme je le dis toujours, c'est dans l'intérêt du développement. Je ne connais pas un président de la République qui viendrait aux responsabilités et qui penserait, qui agirait dans le mauvais sens en ce qui concerne ses compatriotes. Non. L'objectif de tout chef d'État, c'est de créer les conditions pour obtenir des résultats judicieux, de développement, qui contribuent au développement du pays. Malheureusement, je dis malheureusement, dans certains pays, surtout dans les pays africains, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que la plupart du temps, quand un chef d'État arrive, animé de bonne volonté, pour aller dans le développement, ceux qui l'entourent, au lieu de l'accompagner dans ce sens du développement du pays, pensent à eux. C'est là où le bas blesse. C'est là où ça devient dangereux même, je dirais. Et l'actualité aujourd'hui va dans ce sens, confirme ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que hier, il y avait un gouvernement, il y avait un régime, et nous savons comment ça s'est terminé. Et je dis pourquoi que c'est une question d'actualité, puisque nous en parlerons tout à l'heure. On a demandé, obtenu la levée d'immunité de certains députés qui étaient aux responsabilités hier pour qu'ils aillent se justifier, se défendre devant les juridictions de mon pays. Donc c'est pour vous dire que nous avons une conception, je dirais, de la politique qui m'a toujours étonné. C'est-à-dire, on a toujours pensé que aller en politique, c'est pour s'enrichir. Non, c'est pour servir le pays.
En servant le pays, vous pouvez vous servir puisque nous serons tous heureux. Si vous faites bien, tout le monde en profiterait. On ne va pas en politique pour se servir, mais pour servir le pays. Ce qui n'est pas le cas parce que les gens estiment que la politique, c'est un moyen pour s'enrichir, un moyen pour devenir riche. C'est ce que nous constatons, en tout cas, Hélas. sous notion, on aura l'occasion de revenir sur le sujet. Maître Jacques Pingan, tout de même, l'engagement en politique n'est-il pas de nature à réduire la confiance ou la considération que pourrait avoir à l'endroit d'un homme en touche comme vous, à l'endroit d'un avocat, vis-à-vis de ses éventuels clients? Dans votre cas, pour être plus précis, est-ce que cela a eu un impact sur votre activité professionnelle? Je dirais non. Je crois que j'ai fait une option dès le départ. J'ai fait l'option d'être l'avocat conseil et non avocat défenseur. Ça veut dire quoi, avocat conseil? Nous avons 2 titres, 2 noms. On est avocat conseil et on est avocat défenseur. L'avocat conseil, c'est celui qui privilégie le travail de consultation, le travail de conseil, le travail de cabinet. Et l'avocat défenseur, c'est celui qui est dans le prétoire, qui va défendre quelqu'un, qui prend la parole et qui exprime, qui justifie les raisons pour lesquelles il défend son client dans le prétoire. Ça peut être sur le plan pénal, ça peut être sur le plan social, ça peut être sur le plan commercial, sur le plan du droit traditionnel, sur toute matière. Mais dès l'entame, dès que j'ai fini mon stage, ma préoccupation première, c'est de sortir des sentiers battus. C'est de ne pas faire ce que tout le monde fait. Puisque je sais que nous pouvons aussi conseiller, qui est d'ailleurs le titre noble de l'avocat, l'avocat conseil. C'est notre titre noble, il me semble. Donc je n'ai pas choisi le prétoire. Alors que quand j'étais avocat jeune stagiaire, j'étais tout le temps dans le prétoire. Et si j'allais choisir le prétoire, je serais beaucoup plus avocat défendant les travailleurs, pourquoi pas aussi les employés, puisque la spécialité que j'ai eu à faire lorsque j'étais à l'université et matière que j'enseignais jusqu'à ma retraite, c'était le droit social, c'est-à-dire le droit de la sécurité sociale et le droit du travail. Mais très tôt, après avoir regardé les uns les autres, après avoir regardé surtout mes aînés, j'ai compris qu'il faut sortir des sentiers battus. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Le petit pénal, c'était ce qui marchait à l'époque. Les dossiers d'accidents de circulation ou encore les dossiers portant sur le droit du travail. Mais ce qui était surtout important, à l'époque, c'était les dossiers d'accidents de travail. Je n'en voulais pas, ça ne m'intéressait pas. Donc j'ai tout de suite choisi une autre voie, la voie d'être le conseil des sociétés commerciales. Et surtout, à l'époque, sur le plan international. Mes clients, c'était des clients qui étaient à l'extérieur, qui étaient en Europe, qui étaient en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne. Donc, je n'avais pas de clients en tant que tel au Bénin. Donc, c'est pour ça que les gens ne me voient pas dans le prétoire. J'ai opté, j'ai choisi cette voie et qui, j'en ai vraiment, ça m'a permis d'être heureux et je suis heureux, je peux le dire. Mais comme vous le savez, le bonheur, il se partage. Jacques Migan dit qu'il est heureux. Mais si Jacques Migan dit qu'il est heureux, mais il faudrait que ce bonheur soit partagé. D'où mon entrée en politique. Pour moi, c'est comme ça la politique. La politique, c'est le partage. C'est le partage et du savoir, et du matériel, et tout ce que vous avez. Ça, c'est la politique qui contribue au développement. Parce que si vous ne partagez pas avec l'autre, à quoi sert le bonheur que vous prônez? Qu'avez-vous partagé depuis que vous avez fait votre entrée en politique? Mais ce que j'ai surtout partagé, j'ai accompagné beaucoup de jeunes dans leurs études et je continue encore à le faire. Et j'ai créé pour ce faire une bibliothèque. Je ne dirais pas que c'est la plus grande bibliothèque de la sous-région, mais il suffit d'y passer pour voir. J'ai mis tous mes fonds pour permettre à ceux qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'ouvrage, au livre, de venir dans ma bibliothèque. C'est une bibliothèque qui est très riche, mais au fil des ans, les moyens ne suivent point. Mais ce que je sais aujourd'hui, sachant ce que représente le savoir, l'instruction, j'ai préféré investir dans les ouvrages pour permettre aux jeunes qui n'ont pas les moyens, qui veulent faire des recherches, de venir à la bibliothèque Jury Jam.
qui est à mon cabinet et qui occupe tout un espace. Et cet espace qui peut être de 50-60 mètres carrés. Donc c'est pour eux. Ce n'est pas pour moi, puisque l'investissement qui a été fait, ce n'est pas un investissement qui coûte 1 million, 2 millions. Ça passe sur plusieurs millions, pour ne pas dire 300, 400 millions de livres investis pour les jeunes. Qu'ils soient étudiants, qu'ils soient professeurs, qu'ils soient chercheurs, c'est à eux, c'est pour eux que j'ai fait cet investissement. Donc je vous disais tout à l'heure que non seulement j'accompagne les jeunes, pas seulement au niveau de la bibliothèque, mais également dans leur étude. La Fondation JAM accompagne, nous soutenons, nous avons des gens qui sont à l'extérieur, qui poursuivent des études à l'extérieur, que nous finançons. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. On a compris, on a l'occasion de consacrer une émission spéciale à vos actions caritatives. Avançons dans votre actualité. Que vous étiez sur ce plateau, maître, c'était pour parler d'une autre personnalité politique. C'était à l'époque Sébastien Germier Adjavon qui faisait son entrée en politique. À cette époque-là, il était candidat à l'élection présidentielle de 2016. Nous étions précisément en 2015. Quel bilan faites-vous de votre action aux côtés de Sébastien Germier Adjavon? Vous savez, je suis un homme qui ne regarde pas tout le temps dans le rétroviseur. Et quand je le fais, c'est quand je fais marche arrière ou encore quand j'ai trébuché, quand je suis tombé. Je ne cherche pas à savoir là où je suis tombé, mais je vais regarder dans ce cas là où j'ai trébuché pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est une question récurrente qui revient tout le temps. Vous dites que vous ne voulez pas vous prononcer sur... Non, je vais le dire, absolument, puisque je suis là pour ça. Je l'avais dit là, le dimanche dernier, puisque j'étais à une radio, pour ne pas la citer, Radio Soleil, à Djefa, qui est la radio de M. Adjavon, et j'ai eu à me prononcer sur cette question lorsqu'elle m'avait été posée. Alors, ce que je tiens à rappeler, c'est que M. Adjavon est, comme si vous préférez, dans le cadre des élections de la campagne, une coquille. C'est-à-dire, lui, si on peut le dire autrement, il est le contenant. Et il y a des contenus. Et ces contenus, c'est plusieurs personnes. C'est, par exemple, M. Houdé. C'est, par exemple, M. Badamassi. C'est, par exemple, Mme Prudencio. C'est, par exemple, Mme Adjadong, Yawedeu, Mme Tchanou et d'autres. Mais une fois que M. Adjavon, donc qu'on appelle la coquille, le contenu, le contenant, si vous préférez, ou l'enveloppe, si vous préférez, tout le contenu, une fois que nous avions, il n'a pas cédé à la magistrature suprême, ou du moins au second tour. Au second tour, c'était entre M. Patrice Talon et M. Lionel Zinsou. Tout le monde, tous ceux que j'ai cités par exemple, et M. Adjavon, nous avions tous choisi librement, chacun en son âme conscience, puisqu'il n'y a pas de parti liant quelqu'un à M. Adjavon, il n'y a pas de parti politique, pour qu'on puisse dire tel est avec M. Adjavon. Donc nous avions tous décidé, en nos âmes et consciences, librement, d'accompagner M. Patrice Talon, qui est devenu par la suite président de la République du Bénin. Mais lorsqu'il a accédé à la magistrature, on a constaté que M. Adjavon se faisait pressant, exigeant, menaçant. Pourquoi? Parce que quand il avait fait une sortie sur sa télévision, Sika, il avait dit des choses qu'on ne dit pas lorsqu'on a accompagné quelqu'un dans la victoire. Et on n'a pas élu deux présidents de la République. On a élu un seul président de la République en la personne de M. Patrice. Il n'a pas revendiqué le titre de président. Je vous ai dit tout à l'heure, quand vous aviez écouté sur Sika TV tout ce qu'il avait dit, j'ai été même sorti pour dire non, attention, ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. C'est ensemble que nous avions choisi de soutenir quelqu'un. Mais si lui, il choisit de se retirer pour des raisons, comme j'ai eu à le dire, professionnelles ou peut-être personnelles, ça n'engage que lui. Ça ne nous engage pas, nous. La preuve, aujourd'hui, tout ce que j'ai cité, c'est-à-dire M. Houdé, Mme Assi, Mme Prudencio, Mme Adjadong, M. Yawedeu et Mme Tchanou, ils sont où aujourd'hui? Tous sont
aux côtés du président Patrice Talon. Donc, autour du même président Patrice Talon, d'autres avaient fait la même démarche qu'à Diavon, c'est-à-dire M. Biotchané, c'est-à-dire les grands mobilisateurs, ceux qui étaient avec Foscori.bene émergents. Ils sont tous aujourd'hui où? Ils sont avec le président Patrice Talon. Si vous prenez la RB par exemple, les grands mobilisateurs, ils sont où aujourd'hui? Ils sont avec le président Patrice Talon. Si vous prenez le PRD, il est où aujourd'hui? Avec le président Patrice Talon. Si vous prenez PIC, Koupaki, il est où aujourd'hui? Avec Patrice Talon. Si vous prenez l'UN aujourd'hui, Sakalafia. Donc, fait du suivisme, maître, ou alors quoi? C'est parce que tous ceux-là sont avec le président que je vous avez... Je vous dis que nous avions choisi librement avant même avant même les élections. C'est un choix qui a été fait avant les élections. Tout précisément. Absolument. Donc chacun a fait ce choix. Et nous, dans l'OME, nous avions fait ce choix. Et nous étions deux à jouer un rôle très important aux côtés et pour permettre cette victoire, non seulement dans Porte-Nouveau, mais dans l'OME. Et c'est Mme Tchanou et nous-mêmes, nous avions battu campagne pour que la victoire soit. Je dis bien, Mme Tchanou, qui est l'honorable député, et nous-mêmes, Jacques Migan, nous avions battu campagne, tout le monde nous a vus. Mais quand on a battu campagne, c'est fort d'un certain programme, puisque chacun d'eux, pour une fois, qu'il soit à Diavon, qu'il soit le président Patrice Talon, qu'il soit Biotchané, qu'il soit Koupaki, chacun avait son programme. Mais à un moment donné, ils ont mis en commun ce programme pour que nous puissions obtenir ce qu'on appelle aujourd'hui le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Mais quand M. Diavon décide en son âme et conscience de se retirer pour des raisons qui lui sont propres, mais qu'est-ce que nous on a y à voir? Qu'est-ce qui nous regarde dedans? Il en tire les conséquences. On n'avait pas un parti pour qu'on puisse dire tel est parti du parti. Non, on n'avait rien en commun, sinon parce que Porto-Novo n'avait pas de candidat, appelons un chat un chat. Nous n'avions pas de candidat, il fallait soutenir quelqu'un, et je ne vous le cache pas. Si hier, nous n'avions pas soutenu M. Patrice Talon, qui est actuel président de la République, à l'heure où je vous parle, je crois que s'il se confirme, la masse qu'il y a autour de lui pour l'accompagner, ça veut dire que le choix qui a été fait au second tour pour qu'il soit aux responsabilités est un très bon choix, puisque les choses se vérifient aujourd'hui dans les réalisations qui accompagnent le développement de ce pays. On entend, j'avais dit au cours d'une émission que 90% soutiennent Patrice Talon. Les gens disent c'est faux. Je dis mais vous savez ce qu'on appelle 90%? C'est ceux qui mobilisent. Parce que dans le cadre d'une élection, c'est un homme, une voix. Observez autour du chef de l'État ceux qui l'entourent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est les grands électeurs, c'est les grands mobilisateurs. Au moment opportun, on en appréciera. Je dis et je le répète, je le confirme avec force aujourd'hui, oui, le chef de l'État, indépendamment de ce monde qui l'entoure, qui l'accompagne, qui se vérifie à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle le bloc majoritaire, il se confirme aujourd'hui que les réalisations qui se font aujourd'hui, hier encore, ou il y a cette semaine, pour être beaucoup plus précis, l'accord sur l'alphatage, c'est-à-dire le bitumage de certaines villes, qui a effectivement pris corps, nous en parlerons certainement tout à l'heure, c'est pour vous dire que réellement, indépendant des hommes qui l'accompagnent, mais il y a les réalisations de son programme qui se réalisent. Il y a ça se réalise, et ça se réalise. Quelle que soit la commune, c'est pour la première fois depuis, je ne dirais pas l'ère du renouveau démocratique, depuis 1960, depuis 58 ans, que nous avons réellement un programme pour chaque commune de notre pays. On a l'occasion absolument d'en parler tout à l'heure, Maître Jacques Migan. La dégradation des rapports entre votre candidat de l'époque et l'actuel président de la République n'a pas tardé. Vous l'avez dit, vous avez évoqué certaines raisons, mais il y a eu aussi cette fameuse affaire de cocaïne qui a failli le conduire en prison. Pourquoi, en ce moment précis, vous n'avez pas choisi de vous constituer pour défendre votre ami, votre ancien ami? Parce que c'est vrai, il y a la politique, mais il y a aussi l'amitié. Non, vous savez, j'ai été aux côtés il y avait un collège d'avocats, et j'y étais. Je faisais partie de ce collège. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui en ce qui concerne les téléspectateurs et les auditeurs, un avocat, nous sommes, même si vous êtes un délinquant,
même si vous avez violé, même si vous avez tué, nous ne regardons pas l'acte. Nous, de par le serment que nous avions prêté, nous devons défendre la veuve et l'orphelin. Nous devons défendre quelle que soit la personne, à moins que votre conscience ne vous le permette point. Si votre conscience ne le permet pas, dans ce cas, vous retirez. Mais je peux défendre Pierre aujourd'hui parce que Pierre, même s'il est l'homme qui fait très mal, mais s'il se confirme que j'ai accepté, je ne regarde pas Pierre et l'acte, je regarde Pierre, je regarde tout ce que je décide dans mon âme et conscience. Donc c'est pour vous dire que je faisais partie du collège des avocats qui avaient défendu en son temps M. Sébastien Adjavon. Et j'avais dit aux uns aux autres, ce n'est pas parce que j'étais l'avocat et défendant en même temps le programme et le gouvernement et l'homme Patrice Talon qu'il pourrait avoir flottement. J'ai dit non, dans la mesure où le président Patrice Talon, aujourd'hui, il est le président de tous les Béninois. Et dans cette affaire, comme j'aime souvent le dire, il ne faudrait pas que les gens fassent de mélange. C'était un dossier qui concernait strictement et purement la justice. J'ai entendu beaucoup de choses à l'époque, dire que le pouvoir fait ceci. J'ai dit, mais de quoi on parle? Nous, on n'a pas travaillé par rapport à cela. On a travaillé par rapport aux éléments du dossier, mais pas encore moins, c'est-à-dire par rapport aux éléments du dossier. On voulait nécessairement qu'on aille sur le terrain politique. J'ai dit, mais un avocat, même s'il est politique, lorsqu'il est dans le prétoire, lorsqu'il défend les intérêts d'un client, s'il travaille par rapport au dossier, par rapport aux pièces du dossier, par rapport aux éléments du dossier, et non par rapport aux considérations politiques. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant votre préoccupation, en ce qui concerne ma position à l'époque, en ce qui concerne M. Adjavon. Pourquoi je n'avais pas été? J'y étais. Et j'ai même pris la parole pour m'exprimer sur le plan international. J'ai accordé des interviews. Mais ce n'est pas parce que cela s'est passé que je suis avec Adjavon. Non. Si Adjavon vient encore me voir aujourd'hui et me demande de le défendre, si je dois le faire et que les conditions sont réunies en ce qui concerne mon choix, puisque nous sommes des gens fondamentalement indépendants, on ne nous impose pas quelque chose. Vous venez me voir pour que je vous défende. S'il se confirme que ça ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas, je vous dirai non. J'irai même jusqu'à vous dire d'aller vers tel ou bien je vous conseillerai l'ordre des avocats. Mais ce n'est pas l'avocat Jacques Migan qui vous parle, c'est le président du Front des Républicains pour le développement de la capitale. Puisque je ne suis pas venu sur ce plateau en tant qu'avocat, mais en tant qu'homme politique. Tout à fait, maître. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports quand même avec Sébastien Adjavon? Vous savez, je l'ai dit le dimanche dernier, aujourd'hui nous sommes dimanche, 29 juillet, j'ai eu à dire exactement ceci. Pendant la campagne, j'ai rencontré pour tout et tout 3 fois M. Adjavon. J'ai dit bien 3 fois. C'est un homme, si vous voulez, faites l'expérience, appelez-le si vous êtes seul. Il ne décroche pas. Il ne décroche pas. Et je suis trop occupé quand même, c'est une personne. Je suis aussi trop occupé. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes candidat aux élections présidentielles et ignorer ceux qui vous accompagnent. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai dit le dimanche dernier. Et je le répète encore ce jour, dimanche 29 juillet 2018. Je l'ai dit et je le reprends. 3 fois, je l'ai rencontré. Et je l'ai rencontré avec 2 de mes amis, pour ne pas les citer, et nous avions été le voir. Et même les conditions dans lesquelles nous l'avions rencontré, je ne voudrais pas vous les décrire. Et je ne suis pas surpris aujourd'hui de ce qui se passe. Non, je ne suis pas surpris. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, quand on n'est pas un homme politique, on ne fait pas la politique. Quand on ne connaît pas la politique, on ne rentre pas en politique. Et quand on n'est pas politique, on ne va pas à la création de partis politiques. Parce que la politique, laissons-la aux gens qui savent faire la politique. Les affaires, si c'est les affaires, faites les affaires. Mais ce que je sais, la politique, ce n'est pas pour les enfants. Maître Jacques Migan, vous qui connaissez très bien, qu'on le veuille ou non, vous connaissez Sébastien Adjavon, vous connaissez très bien Patrice Talon. Est-il envisageable, une probable réconciliation est-il envisageable entre les 2 hommes? D'abord, ont-ils envie
de part et d'autre, de se voir, de partager encore l'image qu'on a vue pendant le deuxième tour avec les populations. Monsieur Franklin Bénotin, ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire. Je suis catholique, donc chrétien. Le chrétien, quelle que soit sa foi, quelles que soient ses préoccupations, lorsque deux personnes se battent, le chrétien doit tout faire pour les réconcilier. Le contraire, ça va dans le sens de l'amour que nous prônons. C'est-à-dire le chrétien doit tout faire pour que deux frères qui se battent se mettent ensemble. Il doit tout faire pour les réconcilier. Je vous ai dit tout à l'heure que quand on appelle M. Adjavon, pendant la campagne, cela s'entend, puisque après la campagne, je n'ai plus de rapport, de relation avec M. Adjavon, il ne décroche pas. Mais s'il se confirme qu'il est prêt pour une réconciliation, mais qu'il m'appelle. Je suis son aîné, je suis son grand frère, je suis prêt à le faire. Je l'ai déjà fait, beaucoup ne le savent peut-être pas. J'ai déjà accompagné, j'ai déjà contribué à des réconciliations. Et je vais vous dire quelque chose. Mais le président Patrice Talon, est-ce que les gens le connaissent vraiment? Mais c'est un homme, il est au-dessus. Et à un moment donné, il y avait un monsieur qui était un de mes amis, avec qui j'évoluais, en la personne de monsieur, comment il s'appelle, monsieur Martin Rodriguez. Mais quand il s'est posé un problème entre monsieur Rodriguez et l'État béninois, je dis bien monsieur Rodriguez et l'État béninois, mais il a cherché à rencontrer le président Talon, qu'il a reçu. Et tout le monde savait quand même que les liens entre ces deux, alors avant qu'il ne soit président, n'étaient pas bons. Mais le chef de l'État a accepté de rencontrer M. Martin Rodriguez. Donc, ça va donner grand résultat. Mais tout dépend. Est-ce que vous savez pour ce qui a été dit au cours de cet entretien, de ce fait de le recevoir, c'est déjà un grand pas. J'ai dit, mais le simple fait d'accepter de le recevoir, c'est un grand pas. Maintenant, quand on reçoit, mais c'est c'est-à-dire, c'est comme on le dit, que dans ma langue, ce n'est pas l'invitation, ce n'est pas la réception, mais c'est ce qui a été dit au cours de la rencontre. Je n'étais pas là pour vous donner la teneur de ce qui a été dit. Pourquoi je vous donne cet exemple? S'il se confirme que M. Adjavon veut réellement la réconciliation, le chef de l'État est aujourd'hui le père de la nation. Mais il a commencé avec le président Amoussou Bruno. Il rencontre le président M. Amoussou Bruno, qui est un homme que je respecte, qui est un sage. Je dis bien que je respecte. Mais s'il se confirme qu'en le rencontrant, si c'est dans un but de réconciliation, mais laissez les choses se faire. Et je vous dis, je suis prêt à le faire. Pourquoi? Parce que, connaissant le président Patrice Talon, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, où les gens se disent, mais comment a-t-il fait ceci par rapport à ce commissaire? Comment a-t-on pu le nommer? Comment a-t-on pu réhabiliter l'ancien procureur? Je dis, mais est-ce que vous connaissez le président Patrice Talon? Il est au-dessus d'un certain nombre de choses. Sa préoccupation, c'est le positif, c'est les résultats. Sa préoccupation, c'est qu'on avance. Migan, vous êtes également très connu comme étant un passionné de la ville de Porto-Novo. Le nom même de votre parti politique, Front des Républicains pour le développement de la capitale, en dit long. Et de ce point de vue-là, le nom du parti n'est-il pas un peu rédhibitoire, n'est-il pas un peu restrictif dans votre ambition? Puisque un parti politique au Bénin ne devrait pas être un parti d'une ville. Mais on a l'impression que vous attachez tellement d'importance à la capitale pour son développement que cela se ressent dans vos propos, cela se ressent dans la naissance de votre parti politique il y a quelques années. Monsieur Gbagidi, votre question, elle me plaît. Sincèrement, elle me plaît. Parce que tout le monde se demande, mais comment peut-on créer un mouvement, ce n'est pas un parti, qui se limite à la capitale? Mais tout simplement, je vais vous répondre simplement. Parce que dans le programme d'action du gouvernement, dans le projet avant qu'il ne soit programme, le candidat Talon avait dit qu'il va réformer
les partis politiques. Il y avait le système partisan qui était en bonne place. À quoi bon créer un parti quand on sait que quelques mois après, quelques années après, on irait au regroupement de tous les partis politiques, de tous les mouvements, de toutes les associations. Donc c'est là où nous nous sommes dit, autant nous limiter à Porto Novo, à l'Ouémé, au lieu de créer quelque chose dont on n'aurait pas les moyens pour accompagner ce parti. Et vous constaterez avec moi que, quel qu'il soit, je mets au défi le parti qui existe au Bénin, qu'il soit RB, qu'il soit Foscori, qu'il soit PRD, qu'il soit UN, de me dire qu'ils arrivent à couvrir tout le territoire du Bénin. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. C'est maintenant que le problème se pose. FCBE, Foscori.Bénin émergent. Ils ont... Vous savez, ce qu'on n'entend pas faire, quand vous allez sur le terrain pour le constater, vous vérifierez que c'est plutôt du rêve, ce n'est pas de la réalité. Vous entendez, vous savez ce qu'on appelle un parti politique? L'animation d'un parti politique, M. Baguidi. L'animation d'un parti politique suppose la formation, suppose les moyens, suppose une école, suppose un idéal, suppose une vision, suppose des intérêts qui vont dans l'intérêt du gouvernement. Ce n'était pas le cas. C'était des gens qui s'étaient regroupés pour des intérêts personnels. Ce dont je parle, et qui est en train de se faire, et qui va se faire, si par extraordinaire, enfin, si la loi qui a été votée le 26 dernier passe à la Cour constitutionnelle pour son contrôle, s'il se confirme que cette loi est conforme et promulguée, je vous dis, c'est une grande révolution pour notre pays. Donc c'est fort de ça que nous nous sommes dit, à quoi bon aller à la création d'un parti politique pour se retrouver au sein de grands partis politiques. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ce qui s'est passé le 26 dernier nous donne raison. Et donne raison à celui candidat lorsqu'il disait revoyons le fonctionnement des partis politiques au Bénin. Quand le président Patrice Talon disait cela, les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'il peut faire là? Comment peut-il, lui, permettre aux partis qui tiennent compte de leur ego, de leur existence? Parce que certains disent, ça fait 25 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que nous sommes là. Et on nous demande de nous fondre dans un parti, alors que ceux qui le disent, c'est des partis qui sont limités et qui se limitent à une seule région. Quand vous prenez par exemple le PRD, mais le PRD se limite à la 19e, ou si vous préférez même à la 20e, et à la 16e un tout petit peu, circonscription. Mais au-delà, le PRD est inexistant dans les autres circonscriptions. Quand vous prenez le PSD, idem. Quand vous prenez le parti de monsieur, je prends au pif, de madame Prudencio, c'est ça, Abomey-Calavi, ou du moins la circonscription dans laquelle se trouve Abomey-Calavi, Godomé, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Si vous prenez le parti de M. Biotiane, je prends au pif des exemples, ABT par exemple, c'est bien le titre de son parti. C'est bien ça. Mais ça m'a amusé pendant les élections, la campagne. Mais, c'est-à-dire, on fait un semblant d'être de cette région. Mais non. Et c'est fort de ça que ce qui est en train de se passer, ce que nous avions vécu, le vote de cette loi est révolutionnaire et me donne raison. Et donne raison au chef de l'État. Et je l'approuve. Et aujourd'hui, tous ceux qui me disaient, mais pourquoi? Et c'est pour ça que je vous disais que votre question, elle me plaît. Elle me plaît parce qu'elle donne raison à ceux qui croient qu'il faudrait que les partis se regroupent pour aller à un grand parti politique. Quand j'ai entendu parler de trois blocs pour la majorité, personnellement, je n'y ai pas adhéré. Je voudrais préférer, pour des gens qui croient au gouvernement, en son programme, en son norme, qui regardent dans la même direction que lui, mais qu'est-ce que ça leur coûte d'aller ensemble? De créer un grand parti de la mouvance, comme ils ont à l'Assemblée nationale le bloc de la mouvance présidentielle. Qu'il y ait des courants au sein de ce parti, comme si vous prenez l'exemple de la France, où on dit par exemple qu'il y a le Parti socialiste, et au sein de ce Parti socialiste, il y a plusieurs courants, je comprendrais. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, je voudrais faire partie d'un parti politique où, ressortissant de l'Ouémé, de Porto Novo,
qu'on puisse dire Jacques Migan a été élu député dans le Septentrion, tout simplement parce que le parti l'a accompagné. C'est ça qu'il faudrait faire. Il faut que nous finissions avec le régionalisme. Parce que ce que je suis en train de voir, on me dit tel parti, deuxième bloc, UN autour de... On dit les partis du Nord vont se regrouper dans ce qu'on appelle le bloc... On reviendra sur le sujet. De toute façon, nous avons prévu... Donc, ce que je voudrais dire par là, la question avec sur la loi qui a formation. été votée le 26 dernier, M. Baguidi, M. Benotin, je crois que non seulement le chef de l'État a eu raison, mais j'ai eu raison en me limitant, en n'allant pas au-delà de Porte-Novo, parce que je sais qu'on reviendra là. Et on est venu là à travers la charte qui a été votée le 26. Le 24 juillet 2018, à l'Assemblée nationale, 3 députés de la minorité parlementaire ont vu leur immunité levée. Vous avez suivi cette actualité. Que vous a inspiré ce vote, Maître Jacques Migan? Vous savez, tout à l'heure, en ce qui concerne la loi qui a été votée, je parlais de révolutionnaire. C'est pour la première fois que l'immunité a été levée en ce qui concerne les députés. Puisqu'on a toujours dit que les loups ne se mangent pas entre eux et que jamais les députés ne voteraient pas la levée d'immunité de l'un de leurs collègues. Alors qu'en réalité, les gens qui viennent de connaître la levée de leur immunité clament leur innocence. Mais quand on clame son innocence, qu'est-ce qu'on fait? On fait la démarche. On demande soi-même la levée de son immunité. S'il se confirme qu'on vous reproche quelque chose. Vous dites que vous êtes innocent. Mais innocent, demandez vous-même la levée. Écrivez à qui de droit, si c'est au président de l'Assemblée nationale, pour que cela puisse se faire. Parce que la levée d'immunité, ce n'est pas une condamnation. Ce que beaucoup oublient. Je ne vois même pas pourquoi on en fait une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier? Pour permettre aux auditeurs et aux téléspectateurs de comprendre. Le procureur de la République, il a reçu des dossiers concernant M. Djenote, M. Atao et M. Bako pour des faits qu'on leur reproche. Ils ne sont pas coupables. Il dit qu'il veut les écouter. Mais nous avons eu dans notre constitution l'article 90 qui dit expressément qu'avant d'écouter ces personnes, avant de les écouter, il faudrait que certaines formalités se fassent. Mais il ne peut pas, lui, le procureur de la République, écrire directement au président de l'Assemblée nationale. Il est tenu de passer par une voie hiérarchique qu'on appelle la saisine du procureur général près la Cour d'appel, qui lui, à son tour, ne pouvant pas non plus écrire directement au président de l'Assemblée nationale, M. Djenote, a saisi le garde des Sceaux. Garde des Sceaux qui a écrit, qui a remis la demande du procureur général au président de l'Assemblée nationale. Une commission a été mise sur pied et a statué, a lu son rapport. Mais les députés ne sont pas des juges. Les juges, ils ont appris le métier et ils peuvent voir ce qu'il en est. Mais si moi j'étais de cette commission, quel que soit ce que diraient les mises en cause, je dirais, mais allez devant la justice pour dire que vous êtes innocent. Nous ne sommes pas juges. Et c'est ce qui a été fait. Donc cette levée qui a été faite, s'il se confirme que le président de l'Assemblée nationale a notifié la décision prise par les législateurs au chef de l'État et au ministre de la Justice, le ministre de la Justice donnera la réponse au procureur de la République et le dossier ira en instruction devant la cour d'instruction, c'est-à-dire la chambre d'appel, la chambre d'accusation. Et à ce niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas coupables, ils sont présumés innocents. Si le dossier est instruit, si au niveau de l'instruction, ou si ça s'arrête au niveau du parquet, si le parquet estime que ça resterait à son niveau, en ce qui concerne 2 personnes, c'est-à-dire M. Atao et M. Bako, puisqu'ils ne sont pas ministres au moment des faits. Donc, à leur niveau, le parquet peut dire, ce qu'on vous reproche, je peux, à mon niveau,
connaître, étudier la plainte. Et le dossier suivra son cours devant les juridictions de droit commun. Mais en ce qui concerne M. Guénotin, lui, au moment des faits, il était ministre de la Justice, si mes souvenirs sont bons. En ce qui le concerne, on est obligé, s'il se confirme qu'il y a des charges suffisantes pour le poursuivre, on est obligé de retourner encore à l'Assemblée nationale en exploitant ce que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne les différentes étapes, procureur de la République, procureur près la Cour d'appel, procureur général, cela s'entend, le ministre de la Justice et le président de l'Assemblée nationale pour obtenir une autorisation. Et l'autorisation suppose les 2/3, c'est-à-dire 56 députés. S'ils estiment que, oui, nous autorisons M. Guénotin à être poursuivi, on le poursuivra devant la Haute Cour de justice. Ce qui n'est pas le cas des autres. J'entends par là Bako et M. Atao. Il n'était pas ministre, mais l'autre étant ministre, donc il est tenu, s'il se confirme que les charges sont suffisantes pour qu'on le retienne dans les liens de la prévention. C'est-à-dire, si les délits qu'on lui reproche, du moins les malversations, les charges sont suffisantes pour le poursuivre. Donc c'est la Haute Cour de justice si l'autorisation est acquise. Et si l'autorisation est acquise, la même démarche se fera vers le chef de l'État, puisqu'il faut qu'il soit situé, ensuite le garde des Sceaux, et le dossier ira à la Haute Cour de justice. Mais on n'a pas que ça. Il y a 2 dossiers, puisque quand les dossiers passent en Conseil des ministres, nous les suivons. Il y a aussi d'autres cas concernant Mme Djibril, concernant Mme et M. Yaya, je crois, et concernant M. Kounché. Le cas Kounché, je ne peux pas vous le dire avec certitude. Est-ce que ce qu'on lui reproche, c'est au moment où il était au ministère des microcrédits ou quand il était ministre des Finances? Si c'est au moment où il n'était pas ministre, donc il connaîtra le directeur général du Fonds national de la microfinance. Si tel est le cas, donc il sera poursuivi dans les mêmes conditions que M. Atao, M. Bako. C'est-à-dire, si par extraordinaire, le concernant, on constate que les faits sont réellement fondés et que le délit est constitué, après étude du dossier par le qui de droit, le procureur. Donc, si ce que vous me dites, c'est quand il était directeur, on n'a pas besoin, en ce qui le concerne, des 2/3, c'est-à-dire d'une autorisation pour le juger, et le juger devant la Haute Cour de justice, mais devant les juridictions de droit commun. Vos explications, maître, sont très pédagogiques et nous comprenons, mais il y a quelque chose qui est quand même curieux. Vous aurez noté que toutes ces personnalités sont quand même membres de la minorité parlementaire ou au moins de l'opposition. C'est quand même déjà suffisant pour que l'on pense qu'il y a une chasse aux sorcières. Mais pourquoi pour qu'on puisse parler de chasse aux sorcières, ça veut dire qu'on poursuit des gens qui n'ont rien à voir avec une situation bien précise. Mais ceux qui sont arrivés, le président Talon, il devient président de la République. Il a trouvé une situation. Mais la situation, c'est avec qui? Est-ce que c'est avec des gens qui étaient aux responsabilités ou avec des gens qui n'étaient pas aux responsabilités? Je n'arrive même pas à comprendre les préoccupations des uns des autres. Mais vous étiez aux responsabilités. Vous étiez directeur d'une société. Vous gériez une société. Celui qui prend la relève, celui qui prend le relais, constate que au moment de la passation, il y a des malversations. Mais c'est normal qu'il aille vers vous pour en savoir. Et là encore, le dossier n'est pas resté à son niveau. Il a demandé à la justice de notre pays d'en connaître, d'en discuter, de chercher à comprendre. Où est la chasse aux sorcières dont parlent les gens? Qui était aux responsabilités? Quand Yahi était arrivé aux responsabilités, le président Boni a été aux responsabilités après le président Mathieu Kérékou. Mais ils ont estimé qu'il y avait certaines choses qui ne clochaient pas au niveau de certains qui avaient travaillé avec le président Mathieu Kérékou. Mais c'est normal puisque c'est celui qui vous précède, qui commet toujours des impairs ou qui ne commet pas des impairs. Vous voulez qu'on aille chercher des gens qui n'ont pas... À quel niveau? Ce dont on parle, c'est le privé, mais c'est le public. Et ça parle de quoi? Je vous donne un exemple en ce qui concerne la SONEB.
puisqu'on peut en parler aujourd'hui, puisque une décision a été rendue dans ce dossier. Alors, quand le président Patrice Talon est arrivé, est-ce qu'il a fait ce qu'on appelle la chasse aux sorcières en demandant à tous ceux qui étaient en responsabilité de quitter les lieux? Non, ça n'a pas été fait. C'est le seul, jusqu'à l'heure où je vous parle, à conserver les différents responsables qui étaient aux responsabilités, en ce qui concerne la SONEB, par exemple. Mais ce monsieur est resté. Est-ce qu'on l'a changé? Il a fallu qu'on constate des malversations en cours de gestion, alors que le président Patrice Talon est tout responsabilité. Et on les a convoqués pour en savoir. Et c'est là où il a été condamné, arrêté, ensuite condamné. Donc, la chasse aux sorcières dont on parle, moi je la comprends comme ceci. Je viens aux responsabilités, j'enlève tout le monde et je mets les miens. Voilà ce qu'on appelle la chasse aux sorcières. Mais s'il faudrait, après avoir constaté des malversations, dire, je ferme les yeux là-dessus, où est la lutte contre la corruption? Où est la lutte contre l'impunité? Qu'est-ce que nous voulons finalement? Dans le même temps où nous clamons tous, nous demandons tous qu'on lutte contre la corruption, qu'on lutte contre l'impunité et qu'on assainisse nos finances, nous sommes les mêmes à dire chasse aux sorcières. Je vous dis, chasse aux sorcières, ce n'est pas vu sous cet angle, c'est vu sous l'angle où, une fois aux responsabilités, vous enlevez M. Benonté et vous mettez M. Miga à la place, vous enlevez M. Baguidi et vous mettez M. Afo à la place. C'est ça la chasse aux sorcières, comme cela se passe ailleurs. Mais je mets au défi celui qui pourrait me dire, quand le président Patrice Talon est arrivé, alors qu'il a constaté que ce monsieur est compétent, ce monsieur est intègre, qu'il ait cherché à l'enlever. Donnez-moi des exemples. Donnez-moi des exemples. Certains ont même demandé à donner leur démission avant même que le président Patrice Talon n'arrive aux responsabilités. Mais on a entendu dans ce pays, quelqu'un dit que lui démissionnerait si tel était le président de la République. Mais est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'on l'a démis de ses fonctions? Il a fini par partir de lui-même. Donc c'est pour vous dire que chasse aux sorcières dont on parle, non, je dis catégoriquement non. Par contre, chasse aux sorcières, c'est quand il s'agit de remplacer un Béninois compétent par un autre Béninois. Donnez-moi des exemples, je continue à vous le dire. Par contre, je vous dirai ceci, c'est normal en ce qui concerne ces ministres. S'il se confirme que les ministres, il ne va pas conserver les membres du gouvernement de l'ancien régime. Mais, M. Benonté, M. Baguidi, chasse aux sorcières. Est-ce que vous avez suivi avec moi ce qui a été décidé en Conseil des ministres du mercredi dernier, en ce qui concerne le commissaire, comment il s'appelle maintenant? Ondéon. Oui, Philippe Ondéon. Qui était ce monsieur? C'était pas lui qui avait porté des gants blancs en son temps pour parler, pour s'exprimer? Qu'est-ce qu'on en a décidé aujourd'hui? Est-ce qu'il n'était pas de l'ancien régime, travaillant avec l'ancien régime, parti par l'ancien régime et réhabilité par le nouveau régime? Où est la chasse aux sorcières? Monsieur Baguidi. Maître oui. Minga, nous sommes à la veille d'échéance électorale cruciale. Quel impact cette procédure, la procédure en cours concernant les Attao Renouko, Bako et M. Djenotin peut avoir sur la possibilité de mise en cause d'être candidat à leur propre succession à l'Assemblée nationale? C'est leur droit. Tant que vous n'êtes pas condamné, vous demeurez toujours député. Je voudrais même que les gens le sachent. Ce n'est pas parce que la levée d'immunité a été obtenue que ces messieurs, que ces députés, ces honorables aient perdu leur titre de député. Non, ils demeurent toujours députés. La preuve, M. Attao était en détention préventive et lorsqu'il y a eu le vote pour aller à la levée d'immunité, si mes souvenirs sont bons. C'est pas pour l'immunité, pour l'amendement. Mais il a donné procuration à la mouvance présidentielle. À la mouvance présidentielle. Ça n'a pas empêché. Un fait aussi qui a beaucoup étonné l'opinion publique. Ça n'a pas empêché non plus. Je vais vous expliquer. Pourquoi. Mais finissons d'abord. C'est-à-dire, une fois que vous n'aviez pas eu, il n'y a pas eu condamnation, mais vous avez tous vos droits. Et nous connaissons un cas
où quelqu'un était en détention préventive et a été élu député à l'Assemblée nationale, M. Fagbon. Donc, le problème ne se pose pas. Une fois condamné, si se confirme que la loi actuelle sur le code électoral est votée, je vous dirai, lorsque vous serez condamné, elle n'est pas encore votée, donc on ne peut pas spéculer là-dessus, mais il y a 3 critères. Il y a le quitus fiscal, c'est de ne pas devoir au fisc, être à jour sur le plan fiscal et d'une part ne pas être condamné. On ne peut pas encore en parler puisqu'on ne le sait pas, c'est encore sous forme de projet. Troisièmement, la résidence. Donc, attendons pour en parler. Mais revenons maintenant au cas Atao que vous parlez. Atao, c'est un individu en deux. Atao, c'est un individu en deux. Il est un commerçant et il est député. Atao a été arrêté en tant que commerçant. Mais Atao, député en tant qu'homme politique, il a un parti politique. Il a certainement discuté avec ses membres, avec ses amis, avec son parti. Et ils ont peut-être opté pour aller au vote dont s'agit, c'est-à-dire la prise en considération pour aller à révision. Donc, si le politique et ses amis soutiennent, mais on ne peut pas l'associer à l'homme commerçant. L'homme commerçant peut être plutôt en détention aujourd'hui, mais l'homme politique n'est pas seul. C'est comme moi aujourd'hui, avant que j'aille à décision, je suis tenu de consulter les membres du FRD. Je ne peux pas faire à ma tête. Je ne peux pas décider avant qu'on ne soutienne le président Patrice Talon. Nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes demandé est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Et démocratiquement, nous avions dit oui. S'il se confirme que Atao a emprunté le même chemin, tout en étant en détention préventive, le commerçant en détention préventive, si le politique a écouté les siens, où est le problème? Donc c'est pour ça que je ne vois même pas là où il y a un problème là. Atao est un homme double, Atao homme politique, Atao homme commerçant. On n'a pas mis le député Atao en prison, on a mis l'homme commerçant en détention préventive, donc il ne faudrait pas faire le mélange. Oui, quelques heures avant votre arrivée sur ce plateau, ces militants, vous savez que lui, il est en détention préventive, vous l'avez dit, ces militants se sont retrouvés à Porto Novo, au siège de son parti politique, pour annoncer officiellement que le réseau Atao soutient désormais les actions du chef de l'État. Drôle de coïncidence. Ils ont dit qu'ils soutiennent les actions du chef de l'État. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Atao a certainement discuté avec les siens qui soutiennent, et les siens ont dû lui dire... Un changement qui intervient alors que le monsieur il est en détention préventive, parce que justement... Mais écoutez, Atao n'est pas fini. Pourquoi vous voulez l'enterrer avec cette affaire? Atao n'est pas encore jugé. Et c'est maintenant justement que vous allez voir l'animal Atao défendre son dossier. S'il se confirme que Atao n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche, mais il retrouvera sa dignité d'homme et il sera complètement lavé, innocenté. Et il faut toujours faire confiance en la justice. Moi, j'ai toujours dit, s'agissant de la justice de mon pays, je lui fais confiance. Et si les militants de Atao, devant le siège, ont dit, nous soutenons les actions du président Patrice Talon, donc ça confirme ce que je viens de vous dire. Je n'ai même pas eu vent de cela. Ça confirme quoi? On a l'impression qu'on le force la main à aller dans ce sens. À qui donc? Atao Renouveau. Mais Renouveau n'est pas seul, c'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas, c'est ce que nous refusons désormais. Et c'est pour ça qu'on va vers ce qu'on appelle la réforme du système partisan. Mais ce que vous faites au niveau du FRD peut ne pas être ce qui se fait au niveau du réseau Atao. Mais vous venez de me dire vous-même que les militants ont demandé, ont dit qu'ils soutiennent les actions du gouvernement. C'est le parti qui s'est retrouvé en congrès, donc c'est le parti. Donc c'est le parti qui dit qu'il... Vous savez que les partis politiques au Bénin sont l'incarnation de ce que le président décide. Jusqu'au 26. Si par extraordinaire la loi est promulguée, ça va finir, puisque on va finir. C'est la raison pour laquelle on a été au vote de cette loi, M. Benon. Merci beaucoup, Maître Migan. Nous avons pratiquement déjà épuisé les 2/3 de cette émission. Vous le savez, nous allons parler maintenant de révision constitutionnelle et de référendum. Il y a quelques semaines, les députés
ont voté en faveur d'une proposition de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 sur 4 points. Vous en parlez déjà. Mais la majorité qualifiée requise pour obtenir directement la révision de la Constitution n'a pas été obtenue. Et la mouvance présidentielle continue de refuser de parler d'échec. Aujourd'hui, il faut qu'on aille plus loin, il faut voter à l'occasion d'un référendum, mais il nous semble que les députés de la majorité, après avoir pris l'option à un moment donné, sont en train de renoncer à cette option. Puisqu'on les a vus se réunir à l'Assemblée, ils devaient modifier la loi apportant conditions de recours au référendum. Et contrairement à leurs habitudes, la séance a été reportée à 1 semaine plus tard. Alors que dans l'empressement que nous avons vu ces derniers temps, les députés, quand ils veulent prendre des décisions, dans les heures qui suivent, les votes se font pratiquement au pas de charge. Cette fois-ci, est-ce que vous avez l'impression qu'on ira au référendum ou non? Monsieur Baguidi, je vais parler pour être compris par les téléspectateurs, par les auditeurs. Depuis la session, en fait, depuis l'ère du renouveau démocratique, le général Mathieu Kérékou a voulu, ou du moins, est-ce que je dirais a voulu? Bref, disons, il a été question de la révision de la Constitution. Le projet, s'il en existait, n'a jamais dépassé le palais de la République. On est d'accord? Tout à fait. Il est parti, paix à son âme. Le président Boni Yayi a voulu réviser la Constitution. Le projet a été envoyé à l'Assemblée nationale et n'a jamais dépassé la commission des lois. On est d'accord? Le président Patrice Talon a voulu, puisque sa campagne, c'est aussi la réforme institutionnelle, qui suppose aussi la révision pour que cette réforme puisse se faire. Ça a été envoyé au palais des députés, examiné, mais la prise en considération pour que cela soit n'a pu être obtenue. On est d'accord? Les députés, cette fois-ci, ont demandé à leur initiative la révision sur 4 points. La peine de mort, la Cour des comptes, la promotion de la femme et puis le cumul des institutions. Les élections. C'est-à-dire l'Assemblée, le mandat des députés et le mandat des élus locaux. On est d'accord? Une grande victoire depuis l'ère du renouveau, où l'article 154, pour que cela puisse se faire, il faut avoir les 3/4. Oui, je dis et je continue à le dire encore, une grande victoire. J'ai cité le cas du général Mathieu Kérékou, j'ai cité le cas du président Boni Yayi, j'ai cité le cas du président Patrice Talon. Les députés ont obtenu cette grande victoire. Et cette victoire, je dis, il ne faut pas la sous-estimer. Quand on parle d'échec, je dis non, ce n'est pas un échec. Maintenant, nous avons 2 possibilités. L'exception, c'est les 4/5 pour que la révision se fasse au niveau de l'Assemblée nationale. À défaut, comme le dit l'article 155, on va à référendum. Mais pour aller à référendum, c'est le souhait de qui? Qui veut le référendum? M. Baguidi, M. Benoîtin. Mais c'est la minorité qui, depuis longtemps, clame le référendum, qui dit « Jamais nous ne voulons que les choses se passent à l'Assemblée nationale. » Ils disent « Ok, on n'a pas obtenu les 4/5, c'est-à-dire les 66 députés qu'il faut pour qu'on s'arrête à l'Assemblée nationale. » Alors que le vœu des députés de la mouvance, pour des raisons que nous connaissons, surtout des raisons financières, qu'on n'aille pas au-delà. Et surtout, en tenant compte des 4 points, on peut discuter, on peut échanger. En tout cas, il y a 3 points qui sont fondés. La peine de mort a inscrit, la Cour des comptes et
le point concernant la promotion de la femme. Si vous voulez, on en discutera. Donc, une fois que les 15 septièmes, qu'on n'a pas obtenu le 4/5e, la minorité qui a toujours voulu du référendum dit désormais « je ne veux plus du référendum ». Et dans le même temps, va sur le terrain pour battre campagne. Et quelle campagne? J'ai entendu des gens dans le septentrion dire la révision, c'est pour permettre au président Talon de s'éterniser. Je dis, mais de quoi parle-t-on? Alors que les 4 points, qui ne sont pas exhaustifs, qui auraient pu se faire depuis longtemps, la Cour des comptes aurait dû être intégrée depuis avant même 2001. En ce qui concerne la peine des morts, mais ça nous cause de sérieux problèmes sur le plan international. Les gens me disent, on n'en a pas besoin. Je dis, mais on n'en a pas besoin, pourquoi? Quand c'est inscrit dans la Constitution, il serait difficile à quelqu'un, une fois à l'Assemblée nationale, demain, si c'est par la loi, si on ne va pas inscrire ça dans la Constitution, quelqu'un va dire demain, je reviens sur la peine de mort. C'est pour éviter cela. Puisque vous avez vu vous-même, pour obtenir les 2 tiers, pour obtenir les 3 quarts, pour obtenir les 4/5e, ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça qu'on veut que ça aille dans notre Constitution. Parce que quand c'est dans la Constitution, obtenir les 3 quarts, ce n'est pas évident, déjà pour la prise en considération, a fortiori, lorsqu'il s'agira d'obtenir les 4/5e. Donc, c'est pour vous dire que vous me parlez de référendum. Mais le référendum, ce n'est pas la préoccupation des gens de la mouvance. Mais dans le même temps où les autres sont en train de battre campagne sur le terrain, mais vous ne pouvez pas empêcher ceux de la mouvance d'en dire autant. Vous me dites que un projet pour modifier la loi pouvant organiser les référendums, ce projet ne connaît plus l'engouement d'hier. C'est bien ça. Absolument. Mais, quel que soit ce qui se passerait, à supposer même que cette loi soit votée, puisque de quoi il s'agit? Vous avez l'article 7 de la loi qui est en vigueur pour l'organisation du référendum. Il est dit, le délai pour aller à référendum est de 120 jours, c'est-à-dire 4 mois. Ils disent, pour qu'on respecte les normes de la CEDEAO, ramenons ce délai à 50 jours. Ils disent, pour qu'on aille, c'est-à-dire la convocation du corps électoral par le président, le gouvernement, par décret pris en Conseil des ministres, il faut 120 jours. Ils disent, ramenons ça à 50. Deuxième chose, ils disent, l'actuelle loi dit, pour que l'on aille à référendum, il faut qu'en session ordinaire, c'est-à-dire la première session ordinaire, c'est-à-dire au mois d'avril, que l'Assemblée envoie sa demande, sa requête au président de la République. Et si cela doit se faire, ça veut dire que ce serait au mois d'avril de l'année prochaine. On est d'accord? Alors, pour ne pas attendre, je vous donne les explications au niveau des 2 lois. La nouvelle loi dit ceci, il n'en serait point question, on nous dira tout simplement, envoyez ça au chef de l'État, au lieu de parler de session ordinaire. Troisième raison, pour le faire, il faut de l'argent. Et pour que cet argent puisse être obtenu, pour qu'on puisse l'obtenir, il faudrait l'inscrire au budget ou au collectif budgétaire de l'année prochaine. Donc, cela suppose le mois de décembre. On dit désormais, le gouvernement mettra l'argent à disposition. Et enfin, on dit pour faire le toilettage, il faut 90 jours. On dit ramenons ça à 30 jours. Mais la loi n'est pas encore votée. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire la mouvance a fait quelque chose. Vous avez dit vous-même, ils ont reporté ça à 1 semaine. Ce que je voudrais dire, qui a la décision? C'est le gouvernement. Qui doit prendre la décision? C'est le chef de l'État. Et qui est M. Patrice Talon? C'est le président de tous les Béninois. Avant d'aller à une telle décision de réforme, et parler de référendum, mais il va consulter et ceux de la mouvance, et ceux de l'opposition, et il va consulter d'autres personnes. Ce n'est pas quelqu'un qui prend une décision à la va-vite. Et pour ceux qui le connaissent, il va mûrir sa décision, il va échanger, il va discuter. Il va discuter avec le Bénin profond. Il va chercher à comprendre ce qu'il en est. Est-ce que dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que c'est la réforme et le référendum qui est indiqué?
Est-ce qu'il le faut, est-ce qu'il ne faut pas, il ne faut pas le faire. Donc, ce n'est pas parce que certaines choses se passent sur le terrain ou éventuellement, dans le cadre d'une éventuelle modification de l'actuelle loi sur le référendum, qu'on pourrait aller directement à conclusion. Mais ce que je voudrais qu'on retienne par rapport à cette préoccupation, c'est une grande victoire, l'obtention des 3/4 pour aller à la prise en considération. C'est le principe même d'aller à révision. La deuxième chose que je tiens à dire, M. Benoît, M. Baguidi, l'Assemblée nationale, ou du moins c'est les députés du bloc majoritaire, n'ont jamais voulu aller à référendum, tout simplement parce que vous imaginez les milliards qu'il faudrait dépenser. C'est pourtant ce que le directeur de la communication de la présidente de la République a laissé entendre quand le vote a été obtenu dans ce sens-là. Vous savez, peut-être que vous n'avez pas compris quand M. Humbedi s'exprimait. Moi, j'ai repris ce que monsieur... Ça, il ne faut pas prendre l'élément d'un ensemble et puis en faire... et dire que c'est l'idée de l'autre. M. Humbedi Wifri, si c'est de lui que vous parlez, absolument. Je viens de vous expliquer que la minorité, cherchant le référendum, il dit, ok, on y va à référendum. Qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse? Qu'ils disent? Ce n'est pas... Il dit, si la minorité veut le référendum, on y va. C'est-à-dire, c'est dans ce sens qu'il faudrait analyser ce que disait M. Humbedi. M. Humbedi n'a pas... C'est-à-dire, vous-même, je viens de vous expliquer à l'instant que ceux qui veulent qu'on aille à référendum et qui clamaient le référendum depuis longtemps, c'est la minorité. Mais c'est parce que la minorité a constaté à travers ce que je vous ai expliqué au début. Et je dis, mais le Bénin ne se limite pas seulement à quelques intoxicateurs. Le Bénin ne se limite pas à quelques intellectuels non plus. Le Bénin, c'est le Bénin profond qu'il faudrait voir. Et je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a commencé cette émission, je vous ai dit, aux côtés du chef de l'État, vous avez les grands décideurs, les grands mobilisateurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils sont aux côtés de lui. Donnez-moi, au niveau de la minorité, qui sont ceux qui peuvent, lorsqu'on dirait un homme, une voix, faire l'affaire. Monsieur Benoît. On verra ça sur le terrain, Monsieur Jacques. C'est ce qui est en train de se faire. Moi, nous savons une chose. Dans l'Ouémé, et nous l'avions démontré le 28 avril dernier, il n'y a plus de place pour l'opposition dans notre commune. Nous nous battons pour que, à travers les réalisations à travers les réalisations qu'on observe aujourd'hui dans Porte-Nouveau, dans l'Ouémé, on ne peut pas aujourd'hui avoir quelqu'un qui vous porte, qui vous accompagne. On n'a jamais vu ça depuis. Au niveau des routes, vous avez vu ce qui se réalise Porte-Nouveau en chantier, M. Benoît. On en parlait tout à l'heure, Porte-Nouveau. Deuxièmement, on vient de décider. Les gens disaient jamais cela ne se ferait, c'était des paroles en l'air, l'alphatage, c'est-à-dire le bitumage des routes. Ça va commencer dans Porte-Nouveau ce mois-ci, avec le groupe de M. Dejarcus Mathurin, Hofmas, en ce qui concerne. Et ce point est très important. L'eau. L'eau, qui est une denrée rare. Les 74 communes rurales de notre pays, les 74 communes auront de l'eau d'ici 2021. Vous avez suivi avec nous la Banque mondiale. Les fonds sont déjà mobilisés. Plus de 200 millions de dollars, 642 milliards de francs CFA. Vous sortez d'ici, de Cotonou. Je dis bien de Cotonou. Allez derrière, du côté un tout petit peu vers Fidrosé et consorts. L'eau est jaunâtre. Allez à Porte-Nouveau. Vous sortez, vous êtes à Misrété. Vous n'avez pas l'eau pure. C'est fini, ça va finir depuis bientôt. Et je n'ai même plus lieu pour vous dire ceci. Monsieur Benoît, je vais vous donner cet exemple en ce qui concerne l'eau. Depuis 1960, ça fera 58 ans. Vous savez le nombre de forages obtenus, le nombre d'adjudications villageoises obtenues, d'eau villageoise. Combien? Il y a eu 666. Et vous savez, en 2 ans, de 2018 en 2019, ce que le gouvernement entend faire, le tiers. C'est pour vous donner une idée de l'ampleur de réalisations qui se font au niveau du PAG. Et quand je le dis, Porte-Nouveau, par exemple, puisque c'est une des communes pour lesquelles je me bats, Porte-Nouveau était resté
il vous souviendra qu'il joue dans l'obscurité. Et aujourd'hui, c'est conjugué au passé. À travers la gestion diligente et efficiente que M. Oussou, le ministre actuel, est en train de mener avec cette station qui est à Tanzou, reliée à Sakété, pour permettre non seulement à Porte-Nouveau, mais les autres communes d'accéder à l'électricité, d'avoir l'électricité. Et quand vous prenez le côté social, au niveau de l'Arche, c'est-à-dire l'assurance pour le renforcement du capital humain, au niveau de la formation, au niveau du microcrédit, au niveau de la pension, vous imaginez ce qui est au niveau de microcrédit, les identifications ont été réalisées. Les enrôlements sont déjà faits pour au niveau des pauvres, les plus pauvres, les précaires. Et lorsque la loi sera bientôt votée, la phase de réalisation commencera. Et comment peut-on comprendre que nos parents, nos mamans qui sont dans les marchés puissent évoluer et au soir de leur vie ne puissent pas avoir quelque chose après 50 ans, ne pouvant plus aller au marché, elles deviennent des... C'est-à-dire, ça tue. Et aujourd'hui, le gouvernement a créé les conditions pour qu'elles puissent bénéficier, même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, ça se fera. Et la santé, j'ai oublié de le dire, l'assurance santé, c'est une réalité. Et ça va être une réalité, M. Dienoté. Ça tient que la défense des actifs du gouvernement actuel, mais tout n'est pas rose quand même. Quels sont les points à améliorer à cette gouvernance pour obtenir la plus grande adhésion populaire? Quand vous aurez fini de répondre à cette question, on reviendra sur le référendum, parce qu'il y a une question pendante là qu'on ne nous a pas encore posée, mais elle est importante, oui. Nous sommes dans un pays où nous aimons très souvent le chèque de l'autre. Il ne faut pas penser à l'autre, il faut penser au Bénin. Il faudrait que chaque Béninois apporte sa contribution. S'il se confirme que ce que le gouvernement du président Talon est en train de réaliser, que ce n'est pas... Il y a des améliorations à faire, mais le Bénin nous appartient. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la mouvance, que vos critiques soient constructives. Que apportez, dites-le. Moi, si ça ne va pas, je vous donne un exemple. Tout au début, et je m'en réjouis, je disais, c'est dommage qu'on ait fermé l'ambassade du Bénin à Cuba. Mais quand on a annoncé la nomination d'un nouvel ambassadeur à la personne de M. Sirkoti, j'ai applaudi. J'ai applaudi en ce sens que nous avions été écoutés. Ça veut dire quoi? Pour que c'est le développement qui est en train de se faire aujourd'hui, dans tous les sens, et en même temps, 45 projets phares, 95 projets sectoriels, 19 réformes institutionnelles, c'est dans l'intérêt du développement de ce pays. Vous pouvez aimer le Bénin, vous pouvez ne pas aimer le Bénin. L'assainissement qui se fait aujourd'hui, au niveau des différentes institutions, c'est dans quel cadre? C'est l'obtention de ces fonds, c'est pour financer ce qui est en train de se passer. Le gouvernement est allé jusqu'à demander, elle a obtenu la loi sur le partenariat public-privé. Les Béninois qui le peuvent, qui ont les moyens, mais rapprochez-vous du gouvernement, sollicitez le gouvernement, apportez votre contribution, accompagnez le développement. Ce n'est pas la maison de Patrice Talon, ce n'est pas la maison de M. Baguidi, de M. Benotin, encore moins la maison de Jacques Migan. C'est notre maison commune, le Bénin. Comment allons-nous faire pour qu'on puisse améliorer cela? Ce n'est pas, comme je l'entends souvent, ça ne va pas, ça ne va pas. Je prends un exemple. On demande aux gens de quitter les trottoirs. On dit, mais pourquoi on a cassé les bonnes dames qui sont au bord des trottoirs? Mais est-ce qu'on a cherché à savoir ce que sont devenues les activités de ces bonnes dames? La plupart, pour certaines, elles sont rentrées chez elles. C'est ce qu'on leur demande. En libérant les trottoirs, c'est pour permettre aux citoyens de circuler, de ne pas être victimes d'accidents, comme je l'ai dit la dernière fois. J'ai donné cet exemple. Vous déviez, lorsqu'il y a une baraque sur le trottoir, un camion vous ramasse. Le trottoir n'est pas fait pour ça. Les marchés sont vides. Il y a de la place que les gens aillent s'installer là-bas.
pourquoi nous n'aimons pas ce qui est beau, ce qui est... Le Béninois ne veut pas respecter la loi. Nous aimons le désordre. Le Béninois aime... C'est-à-dire, pourquoi? On est en train de mettre... J'ai été à Kigali. J'ai été 3 fois à Kigali, au Rwanda. Mais c'est magnifique. Je n'aurais jamais pensé que je suis dans un pays africain. La ville où je descends en France, Kigali, la ville Kigali est encore plus propre que cette ville. Rarement vous verrez sur les trottoirs et dans les rues des papiers, des saletés, des sachets, comme une loi vient d'être prise. Maintenant, pour les bonnes femmes, il faut voir ce que le gouvernement est en train de faire, c'est dans leur intérêt. Le chef de l'État était tout récemment au Nigeria pour discuter avec son frère, son homologue, président nigérian. Pourquoi aussi? C'est entre autres aussi pour permettre à la production béninoise de s'écouler facilement sur le territoire, au lieu qu'on inonde notre pays de produits extérieurs. En parlant du riz, M. Baguidi, les gens importent du riz en contrebande et tuent la production béninoise, et vous pensez que ça va. Et ceux qui le font, ils le font dans des conditions douteuses. Nous avions connu cela avec ceux qui importaient du poulet. Ceux qui importaient du poulet et qui tuaient les fermes de ceux qui produisent les poulets. Et pourquoi, je vous le dis, le développement économique, c'est produire et vendre. Mais lorsque dans le même temps, vous avez certains individus qui importent des produits, qui ne contribuent même pas sur le plan fiscal au développement, alors que nous sommes un pays essentiellement fiscal, et qui joue le rôle de la contrebande. Le chef de l'État est parti, entre autres au Nigeria, pour lutter contre ce fléau. C'est dans quel intérêt? Mais c'est dans l'intérêt de la production locale, nationale. Et il en est de même en ce qui concerne, comme je suis en train de vous le dire, ceux qui importent ces produits congelés. Et vous voulez que le Bénin se développe? Jacques Mégan, vous avez évoqué énormément de ces réformes, de ces mesures prises par le gouvernement pour, comme vous le dites, conduire le Bénin vers le développement, mais dans l'immédiat, ces mesures sont impopulaires, ces mesures sont assez difficiles à accepter pour les populations. Est-ce que cette impopularité de la gouvernance talon en général serait à la base du refus du chef d'État, ou du moins de l'idée de ne pas aller au référendum, parce que l'échec serait à la base, ou du moins à la fin de ce référendum, comme résultat de ce référendum? Monsieur Bakidi, j'ai l'habitude d'aller sur le terrain. J'ai l'habitude d'aller dans les marchés. J'ai l'habitude de circuler. J'ai l'habitude de dire, de partager. Et quand j'entends les uns les autres s'exprimer en ces termes, je dis, mais nous avons des baromètres qui permettent de dire ça va ou ça ne va pas. Vos baromètres vous disent que ça va. Quand vous allez au marché d'Antokpa, par exemple, interrogez les femmes. Allez-y, puisque vous êtes là où c'est le rôle des médias. Posez la question aux femmes. Demandez-leur si elles vendent. Et un. Et deux, vérifiez les recettes. On arrive à travers les tasses, l'augmentation des tasses, on arrive à savoir s'il y a une consommation, puisque si les gens arrivent à produire, à vendre, donc ça veut dire qu'on consomme. Et si on consomme, que les gens arrivent à payer les tasses qui augmentent d'année en année, les douaniers l'ont dit tout récemment en ce qui les concerne, ainsi de suite. Donc ça veut dire que ceux qui ne veulent pas que ça marche, ceux-là, heureusement, ils sont minoritaires, mais qui veulent nécessairement qu'il y ait un échec. Et systématiquement, sans même vérifier, les médias aussi reprennent à cœur, ça ne va pas, impopularité. Nous vérifions toujours avant de relayer. Mais donnez-moi les statistiques, puisque, c'est-à-dire, le rôle des médias, lorsque vous le dites, vous me dites, voilà ce que les statistiques ont donné. Voilà ce qu'il en est. Vous savez que nous n'avons pas d'institut de sondage fiable. Non, moi je ne parle pas uniquement de sondage, je parle aussi, puisque les douaniers ont fait tout récemment, leurs responsables ont fait ce qu'on appelle une conférence pour expliquer la situation financière de nos caisses, de nos recettes. Les impôts l'ont fait. C'est à partir de là qu'on arrive à savoir ce qui se passe. Les statistiques ont dit ce qu'il en est. Fions-nous à ce qui est fiable. Et
c'est-à-dire, pourquoi tenons-nous tout le temps affaire avec l'intoxication, avec la rumeur, avec les réseaux? C'est compris, M. Jacques Mingan. Une dernière question, l'avant-dernière. James William Baguidi, serez-vous candidat aux prochaines élections législatives? Si oui, dans quelle circonscription et sur quelle liste, en tout cas, au sein de quelle alliance irez-vous à cette élection, puisque à l'heure actuelle, c'est le regroupement des partis politiques que le chef de l'État encourage? Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Mon rêve, c'est qu'au niveau de la mouvance, qu'il y ait un parti, et au sein de ce parti, qu'il y ait des courants. Si ça peut se faire, ça va régler beaucoup de choses au niveau des prochaines élections législatives. Parce qu'il ne se conçoit pas. Je n'arrive pas à comprendre que, soutenant l'action du gouvernement, regardant dans la même direction, les mêmes puissent se retrouver sur le même terrain pour s'affronter. Ce n'est pas normal qu'on puisse dire... Il y a, là, actuellement, vous savez, il y a le bloc progressiste en gestation. Vous avez 3 blocs. Vous avez la dynamique unitaire, et de l'autre côté, vous avez le PRD, il y a aussi Bénin en route. Vous avez tout ça. J'espère qu'on n'en aura pas Non, d'autres. moi, je vais vous répondre. Je souhaite, c'est mon vœu ardent, que tous ces blocs, au moment opportun, se mettent ensemble dans l'intérêt de la vision, si tel est que nous soutenons les actions du chef de l'État, si nous sommes réellement sincères avec nous-mêmes, oublions ce que les uns et les autres disent. J'existe depuis 10 ans, j'existe depuis 20 ans, j'existe depuis 25 ans. Je ne peux pas disparaître au sein ou me fondre dans un pas. Ça veut dire quoi? Mais on ne travaille pas pour soi, on travaille pour la prospérité. Et ce qui est en train de se faire aujourd'hui, je vous l'ai expliqué, c'est qu'on puisse dire demain, Jacques Mingan est de Porte-Nouveau, mais c'est lui qui sera candidat sur une liste à Parakou, dans telle circonscription où se trouve Parakou. Il faudrait qu'on arrive là. Quand vous prenez le cas, je prends un exemple, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, il n'est pas de Bordeaux, mais son parti l'a envoyé là-bas pour être candidat. C'est pareil pour la maire de Lille, elle n'est pas de là-bas. C'est-à-dire le parti l'a envoyé là-bas parce que le terrain est favorable, parce qu'un travail a été fait. Il faut qu'on en arrive là. Quant à moi-même, vous m'avez posé la question. J'ai tout le temps dit que je ne suis pas candidat. Par contre, je suis déjà dans les préparatifs de 2021, M. Benotin. Parce que nous voulons, depuis que la minorité qui n'avait rien compris au mois d'avril, en refusant la prise en considération de la révision sollicitée par le chef de l'État, c'est une manière de lui dire, M. Patrice Talon, restez encore au pouvoir après 2021. Et nous avions déjà commencé. En ce qui nous concerne, c'est le travail que je mène aujourd'hui. Et vous savez ce que je sais faire en la matière. Nous allons bientôt finir sur cette question, mais j'aimerais vous ramener encore une fois à Porto-Novo, la capitale. Nous sommes à la veille pratiquement du 1er août. Et vous auriez souhaité probablement que les festivités nationales officielles se tiennent dans la ville capitale. C'est votre allié, celui que vous soutenez de toutes vos forces qui est au pouvoir, mais il ne le fait pas. La 3e fois de suite, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ce sera votre dernier mot. Je prie pour que la capitale retrouve tous ses attributs. Le chef de l'État a déjà commencé en déplaçant le ministère de la Justice à Porte-Nouveau. Et nous aurions souhaité que d'autres suivent, savoir le ministère de l'enseignement secondaire et supérieur pour compléter le ministère de l'enseignement primaire. Nous souhaiterions également que le ministère de l'Agriculture, puisque Porte-Nouveau est retenu pour abriter l'université thématique d'agriculture, que le ministère d'Agriculture soit également à Porte-Nouveau. Les institutions comme l'Assemblée nationale, la Cour suprême, nous sommes déjà à Porte-Nouveau, idem pour la Haute Cour de justice. Je sais que le chef de l'État aime Porte-Nouveau, aime Louémé, a fait le choix de Louémé à travers son épouse. Ce n'est pas innocent. A vécu dans Porte-Nouveau. Les Porte-Nouviens le portent.
Et nous lui demandons solennellement, avant la fin de son mandat, de nous faire cet honneur, ce plaisir. Nous lui avons dit, le 28 avril dernier, lorsque nous lui avons dit merci pour tout ce qu'il fait pour Porte-Nouveau, pour que la fête ait lieu à Porte-Nouveau, la capitale. Et je crois que ce serait une belle fête. Et vous le savez, quand on doit investir un chef d'État, ce n'est pas à Cotonou, c'est à Porte-Nouveau. Jacques Miga, merci à vous. Merci, donc c'était avec vous l'actualité que nous avons évoquée. Vous avez parlé, vous êtes revenu sur vos rapports avec Sébastien Germain-Adjavon. Nous n'avons pas manqué de vous demander comment vos rapports se sont déroulés à l'époque où vous étiez un de ses soutiens lors de la présidentielle de 2016. Nous avons également compris que aujourd'hui, les distances sont quand même assez importantes entre l'ancien candidat et vous. Nous avons parlé également de la levée d'immunité parlementaire des députés de la minorité parlementaire. Vous avez estimé que c'est l'opportunité pour ces personnes d'aller en face de la justice, démontrer leur innocence. Sur la question de la révision de la Constitution, vous êtes dans la dynamique de la victoire, puisque un pas de plus a été franchi, selon vous, dans le cadre de cette idée de révision de la Constitution. Mais le référendum aura-t-il ou non lieu? La réponse n'était pas complètement claire à ce niveau-là. La décision appartient en tout cas au président Patrice Guillaume Athanase-Talon. Dans le cadre des législatives, vous ne serez pas candidat, mais vous souhaitez un large regroupement de la mouvance présidentielle autour du président Patrice Talon. Ce sera l'essentiel de cette émission Tranquille à 4 Benotin. Voilà, c'était donc dimanche politique en nouvelle de diffusion ce dimanche sur Eden Télévision à 21h et sur Radio Diaspora à partir de 22h. Mardi prochain également, vous qui adorez Eden Télévision, prenez le rendez-vous à 21h et sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien, à dimanche prochain.